Au fil des années, je me suis rendu compte que cette profession, l'exercice de cette profession permettait d'avoir une vision presque complète de la société, de toutes les couches de la société, de tous les problèmes, les grands problèmes qui traversent la société. Alors bonjour, je suis François Samin, j'ai exercé la profession d'huissier de justice pendant un peu plus de 40 ans à Paris. Alors que je n'étais pas du tout parisien, comme je l'indique dans mon livre, j'ai passé toute ma jeunesse et fait toutes mes études en province, en Normandie. Et je suis arrivé à Paris à l'âge de 24 ou 25 ans. Et c'est à partir de ce moment que je me suis orienté vers cette profession peu connue, pour ne pas dire plus, et qui suscite évidemment parfois des interrogations, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part du public. Alors effectivement, c'est ce qui m'a amené à écrire mon second livre, parce que au fil des années, je me suis rendu compte que cette profession, l'exercice de cette profession permettait d'avoir une vision presque complète de la société, de toutes les couches de la société, de tous les problèmes, les grands problèmes qui traversent la société. Bien entendu, la justice rendue au tribunal a besoin d'être exécuté sur place, et celui qui exécute sur place, c'est l'huissier de justice, et c'est lui qui, au travers de tous ces dossiers, se rend compte des petits malheurs ou des grands malheurs que tout un chacun connaît. Il faut se départir de cette idée selon laquelle il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Les bons et les méchants, on les trouve dans toutes les parties de la société. Par exemple, dans mon bouquin, j'ai parlé de ces gens qui sont victimes des squats. C'est un sujet dont on parle beaucoup dans les médias actuellement, mais voilà, 40 ans que j'ai traité de problèmes de squat sur le terrain, et je peux vous assurer que j'en parle, un de mes chapitres évoque ce problème du squat. J'ai un jour récupéré, après 1 an et demi d'efforts, le petit logement d'un garçon qui s'était endetté pendant 20 ans pour acheter son appartement près de la gare de l'Est, lequel appartement avait été squatté par une famille de 6 ou 7 personnes avec 4 ou 5 gamins. J'ai mis 1 an et demi à récupérer son logement, et lorsque je lui ai redonné les clés, lorsque je lui ai donné rendez-vous pour la récupération de son logement, il a failli s'effondrer. Tout était absolument à l'état de débris, l'appartement était vandalisé, il n'y avait plus aucun dossier, plus aucun vêtement. Ce pauvre garçon avait vécu pendant plus d'1 an et demi en camping chez des amis. Et lorsqu'il a récupéré son pauvre appartement, il a failli s'effondrer, j'ai failli appeler le SAMU. Voilà. Donc le manichéisme qui consiste à penser que d'un côté il y a les méchants et riches créanciers, d'autre côté les pauvres locataires ou les pauvres débiteurs, c'est une idée qui est totalement erronée. L'activité des huissiers de justice est effectivement extrêmement variée. Il y a non seulement l'activité d'exécution forcée, nous venons d'en parler, de l'évoquer succinctement, il y a également toute la partie procédure civile, puisque en droit français, en droit de la procédure civile français, l'huissier intervient, c'est lui qui signifie tous les actes importants, ce sont ce qu'on appelle des actes authentiques, et qui, comment dirais-je, fixe d'une manière absolument précise les droits des parties. La procédure civile française est dominée par un principe qui s'appelle le principe du contradictoire. Et le principe du contradictoire, il est matérialisé en grande partie par l'action du huissier de justice qui porte les assignations, les significations de jugement, etc. C'est-à-dire les actes les plus importants de la procédure civile. Ça, c'est une deuxième partie de l'activité des huissiers. Et puis, nous avons également un rôle important dans ce qu'on appelle le droit de la preuve. Le droit de la preuve, eh bien, c'est notre rôle en matière de constat, c'est ce qui nous permet de fixer d'une manière authentique une réalité juridique, une réalité de fait qui sera juridiquement incontestable. Donc c'est toute l'activité des constats. Et puis nous avons également d'autres activités secondaires, c'est en matière par exemple de recouvrement de créances. Vous savez que la particularité française, c'est qu'une part importante des créances
ne sont payés et recouvrés qu'après un très long délai. Et donc le recouvrement de créances en France est particulièrement important. Notre métier connaît une évolution importante. L'évolution la plus notable, elle résulte d'une loi récente, qui est la loi de 2015, qui a été initiée par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Emmanuel Macron, qui avait pensé que cette profession était un peu poussiéreuse et qu'il fallait la dépoussiérer. Je ne suis pas absolument certain que toutes les mesures qui ont été préconisées soient les bonnes. C'est une réforme qui est inspirée par un souci dominant, mais qui n'est pas étonnant de la part de son initiateur, qui est le souci d'instaurer une concurrence plus importante. La concurrence, je ne suis pas certain que dans tous les domaines ce soit une bonne chose, notamment lorsqu'il s'agit de toucher au plus profond de la justice. Mais malgré tout, ce n'est pas la seule évolution notable. Bien entendu, le numérique a complètement envahi notre profession. Nous recevons maintenant la plupart de nos dossiers d'une manière totalement dématérialisée. C'est une évolution qui est absolument indispensable. Je ne suis pas sûr que sur le plan humain, ça aille toujours dans le bon sens, parce que ce qui fait l'intérêt et l'utilité majeure de notre profession, c'est cette espèce d'interface humaine entre la décision du juge et l'exécution par le justiciable. S'il n'y a pas cette interface humaine, ou si on la réduit, je crains une évolution qui ne soit pas satisfaisante. Comment devient-on huissier de justice? Eh bien, d'abord, il faut suivre des études de droit, il faut ensuite passer l'examen professionnel après un stage de 2 années dans une étude, et puis ensuite, il faut acheter des parts dans une société d'huissier de justice, ou bien acheter une étude, j'allais dire, seul. Alors, il y a un problème de financement qui se pose. Tous les jeunes qui rentrent dans la profession sont obligés d'emprunter, et de s'endetter parfois lourdement. C'est comment dirais-je, c'est une manière d'entrer dans une profession qui n'est pas extrêmement moderne, puisqu'on s'endette lourdement au début. L'avantage, c'est que les jeunes qui sont obligés de s'astreindre à un effort financier, sont obligés de bosser fort et de bosser dur. Et bon, le système est sans doute critiquable, il a certains aspects qui sont effectivement critiquables, mais sur le fond, je suis persuadé que c'est un excellent moyen d'avoir des jeunes obligés de travailler dur, quoi. Est-ce que la profession d'huissier de justice est un observatoire de la société? De mon point de vue, la réponse ne souffre absolument aucune hésitation. Oui, c'est un poste d'observation absolument extraordinaire. Plus de 40 ans d'exercice m'ont permis de toucher à toutes les catégories de la société. Il m'arrive souvent, dans un dîner entre amis, de dire, tiens, on vient d'éteindre la télévision, il y avait un plateau d'invités à la télévision, et bien sur ce plateau, généralement, il y a toujours un garçon ou une fille que j'ai, malheureusement pour lui ou pour elle, saisi, mais ça peut être n'importe qui. Vous savez, depuis le début de la guerre en Ukraine, on voit des généraux sur les plateaux de télévision, là aussi, il y a des généraux qui ont affaire aux huissiers de justice, et j'en sais quelque chose. Vous avez des anciens ministres qu'on voit toujours régulièrement sur les plateaux de télévision que j'ai fréquentés, et pas seulement par amitié. Et donc, toutes les classes de la société, l'huissier va depuis le prolétaire le plus démuni jusqu'au milliardaire, hein. Je raconte dans mon ouvrage ce type avec lequel j'ai eu une entrevue pendant peut-être une demi-heure, un milliardaire qui habitait un appartement absolument extraordinaire. L'entrée était grande comme la moitié d'un court de tennis. Les pièces étaient meublées de meubles d'époque absolument extraordinaires. Il y avait des œuvres d'art accrochées à tous les murs.
et je venais de le saisir pour un dossier. À l'époque, on était encore en francs de 2000 ou 3000 francs, même pas. Et ce garçon m'a décrit sa situation comme étant absolument abominable parce que le fisc refusait de croire que son domicile principal était à Bruxelles et que il n'était pas soumis, comment dirais-je, à la fiscalité belge, et donc à ce titre, le fisc français lui avait flanqué un redressement absolument gigantesque. Il était là effondré, et au bout d'une demi-heure, lorsque je lui ai dit « Écoutez, on va revenir à mon dossier pour 2000 francs », et il m'a dit « Est-ce que je peux vous faire 3 chèques pour payer en 3 fois ?» C'était absolument complètement hors norme par rapport à son état de fortune, quoi. Donc on rencontre des gens de tous les niveaux et de toutes les classes sociales. Alors, est-ce que mes 40 années d'exercice m'ont permis de voir une modification dans la société? Là aussi, la réponse est sans ambiguïté. Bien sûr, elle est oui. J'ai vu des parts importantes de la société qui se modifiaient considérablement, notamment tous ces commerçants dans les quartiers dits commerçants de Paris. Je pense notamment, je vais citer un nom, je pense notamment à la rue de Passy, qui est considérée comme la rue commerçante du 16e arrondissement. Et bien les uns après les autres, j'ai vu les commerçants sombrer, même rue de Passy. Autant dire que dans des quartiers moins avantagés que la rue de Passy, le nombre de défections de commerçants est devenu considérable. L'une des opérations les plus dures que j'ai menées, j'en parle dans mon livre, concernait une marchande de cristaux et de vaisselle rue de Paradis. Chacun sait que la rue de Paradis est le haut lieu de la cristallerie à Paris. Eh bien, même parmi les revendeurs de marques de luxe rue de Paradis, j'ai vu des gens s'effondrer et n'être plus capables de régler ses dettes. Alors, y a-t-il des qualités requises pour exercer correctement cette profession qui, comme vous le voyez, réserve des surprises tous les jours? Oui, je crois qu'il y a une qualité requise qui m'apparaît absolument indispensable, c'est qu'il faut un minimum de psychologie. Lorsque j'avais des étudiants, parce que je faisais aussi également un peu d'enseignement, j'avais toujours coutume de dire à mes étudiants que lorsque vous êtes huissier, que vous frappez à la porte et que vous rencontrez la personne que vous venez voir, pas pour lui apporter des roses, mais pour lui réclamer le paiement d'une condamnation, vous avez un quart de seconde pour détecter sa structure mentale et sa psychologie. Il est évident qu'on ne parle pas, on n'utilise pas le même vocabulaire. J'allais dire, un prolétaire de la porte de Vent et un milliardaire de l'avenue Foch. L'utilisation du vocabulaire, le choix des mots est absolument essentiel. Il y a non seulement le choix des mots, mais il faut essayer de détecter la nature profonde de l'individu qui est en face de vous, et si vous vous ratez, le dialogue part sur de très mauvaises bases. C'est donc ces qualités de psychologue qu'il faut absolument posséder. Et ça se travaille parce qu'au début, je me souviens, étant jeune, je faisais des erreurs, vraiment des erreurs épouvantables, et puis avec l'expérience et la connaissance de la nature humaine, on s'aperçoit que ça devient plus facile, mais ça c'est une question effectivement de travail et d'expérience. Est-ce que j'avais une prédisposition pour avoir ces qualités de contact avec des individus aussi variés que ceux que j'ai connus durant toute mon activité? Alors peut-être que oui, parce que dans mon bouquin, dans la première partie, j'évoque ma jeunesse. J'ai effectivement eu un parcours de jeunesse qui n'était pas nécessairement traditionnel et pas très facile. Je pense que ça m'a aidé, mes années de pensionnat, mes années de colonie de vacances, mes années chez l'une de mes grand-mères où la vie n'était pas très facile. Ça m'a probablement aidé à avoir une armure qui est indispensable pour exercer ce métier. Je le compare, alors c'est tout à fait de ma part, comment dirais-je,
ça peut prêter à sourire, mais je compare notre activité professionnelle un peu à celui du chirurgien. Si en plein milieu d'une opération à cœur ouvert, le chirurgien se rend compte que l'affaire est difficile et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, il est évident que c'est un mauvais chirurgien. Ben, pour l'huissier, c'est pareil. Dans des opérations extrêmement lourdes, des expulsions avec des enfants, des choses comme ça, il faut savoir, comment dirais-je, conserver une attitude adaptée à la situation. Et ça, il faut avoir l'habitude de se confronter aux réalités de la vie, et ça, c'est indispensable. Alors, l'intérêt de la lecture de mon ouvrage, je crois que c'est essentiellement la peinture, d'une part, de la société et la peinture de la nature humaine aussi variée qu'elle existe dans la vie réelle. Je m'attache dans un chapitre à décrire certains travers de la nature humaine, et je parle notamment de tous ces gens qui sont atteints du syndrome de Stockholm. C'est absolument extraordinaire, parce que le fait d'aller chez les gens et d'être, comment dirais-je, d'y rentrer d'une manière forcée, vous amène à voir les gens dans leur intimité. Et dans leur intimité, vous apercevez d'un certain nombre de réalités qui sont tout à fait étonnantes. Et le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire cette tendance qu'ont certains individus d'empiler toutes sortes de choses chez eux, notamment des ordures, c'est une tendance qui est absolument qui est répandue d'une manière considérable. J'ai vu des tas de gens, mais absolument insoupçonnables, victimes du syndrome de Stockholm. Et je cite le cas d'une femme qui avait une fonction importante dans la société, dont on n'aurait jamais pu douter qu'elle était atteinte de ce syndrome. Il y avait chez elle environ 50 mètres cubes d'ordures, et elle était présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris. Donc j'imagine que ni son administration ni ses collègues se doutaient qu'elle était atteinte de cette maladie, mais j'ai vu ça chez des artistes, j'ai vu ça chez des artistes de cinéma bien connus, j'ai vu ça dans toutes les catégories de la société. Et ça, il n'y a qu'en rentrant chez les individus, et d'une manière un peu autoritaire, comme nous le pratiquons, qu'on se rend compte de l'ampleur des travers et de la maladie des gens.